Alors, commençons par quelques chiffres afin de bien comprendre les enjeux. L'armée dispose de 3 corps, l'armée de terre avec plus de 108 000 soldats, l'armée de l'air avec plus de 42 000 soldats et la marine avec plus de 36 000 soldats. Servir et défendre les Français avec vous, voilà ce qui nous attend. C'est aussi simple et imposant que cela. Fort de notre histoire, notre expérience, notre personnel et nos équipements, la France dispose d'une des 6 meilleures armées du monde. Maintenant que tu connais le contexte actuel, regardons le contexte historique. Au sortir de la guerre froide, on pensait qu'une paix durable allait s'installer dans le monde. Cette paix nous aurait permis de réduire les budgets de l'armée pour les réaffecter à d'autres ministères, on appelle ça les dividendes de la paix. Ces jours-ci, j'ai bien essayé de m'arrêter, envisageant avec effroi la dure période de combat qui menaçait de plus en plus impérieusement notre quiétude. Mais ce relâchement de 3 jours m'a amolli les nerfs et la volonté. Demain matin, je repars. Intervention militaire auquel elle prend part, que ce soit de son propre gré ou bien sous mandat international, la France ces dernières années est intervenue dans plusieurs conflits en soutenant certaines parties ou en combattant des groupes armés ou des dirigeants indésirables. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Radio Noragora, radio occidentaliste et identitaire. Aujourd'hui, nous vous proposons un tout nouveau format qui est le tête-à-tête. Comme son nom l'indique, je vais recevoir un camarade pour discuter d'un sujet en particulier. Je tiens une nouvelle fois à préciser que nous ne sommes pas des professionnels de l'expression publique, que nous discutons avec vous comme on pourrait le faire en face à face. Vous pouvez évidemment réagir dans l'espace commentaire sous cette vidéo ou nous envoyer un mail à radionoragora@gmail.com. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Carmélide qui va nous parler de sa période d'engagement et de mobilisation au sein de l'armée française. Donc bonjour à toi Carmélide, comment vas-tu ? Mes respects camarades, donc ça va bien, j'ai une bière à la main, donc il fait beau, il y a un drapeau français en face de moi, donc nickel. Impeccable. Donc voilà, tu voulais parler aux autres camarades de ce que tu avais vécu au sein de l'armée française. Donc je trouve ça ta démarche très intéressante et je te remercie devant nos auditeurs de faire ce choix-là, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'anciens soldats qui ont envie de parler de ça. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Et donc voilà, dans un premier temps, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui t'a mené vers l'armée, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager au sein de l'armée française. Alors qu'est-ce qui m'a... Tout d'abord, c'est grâce à mon grand-père, parce que tous les dimanches, au sein de ma famille, il y avait une réunion familiale, et quand je rentrais chez mon grand-père, sur les murs, il y avait les photos de mes oncles habillés en uniforme. Donc déjà, ça imposait les respects. Et donc pour moi, il y a eu le déclic. Il y a eu le déclic. Dans ma famille, il y a mon père et il y a mes 3 oncles. Et parmi mes 3 oncles, c'est tous des hommes virils, des mâles blancs dominants. Pour ceux qui veulent comprendre, comprennent. Et donc pour moi, c'était une suite logique que plus tard, dans ma vie future professionnelle, je sois militaire. Ça m'a posé beaucoup de problèmes par la suite. Je m'explique. Donc d'accord, c'était venu depuis tout petit alors Depuis tout petit, depuis vraiment, pour donner une échelle, depuis que je suis au CP. D'accord, donc vraiment très tôt. Très très jeune. Donc là, j'étais hyper motivé. C'était un rêve d'enfant quoi. C'est un rêve que j'ai réussi à réaliser. Depuis le CP, je me dis je vais être militaire. Donc ça m'a joué des tours dans le sens où je ne me concentrais que pour ça. C'est-à-dire que ce soit en primaire, au collège ou au lycée, j'ai toujours été dernier de la classe. Sauf en 4e, j'étais avant-dernier parce que le dernier venait pas. Donc c'est pas mal, tu vois. Donc j'ai monté quoi. Donc ça m'a valu tous les années, j'ai vu des psychologues. Pourquoi je suis dernier de la classe ? Moi je leur disais l'école je m'en foutais, moi je voulais être soldat. Ça m'a valu d'avoir plusieurs rendez-vous avec des psychologues. Ouais, t'as dû effrayer un peu j'ai effrayé carrément les professionnels de l'enseignement. Bien sûr, mais comment ça se fait que ce gamin veut aller à l'armée ? Et moi, vu que j'étais petit, pourquoi tu veux aller à l'armée ? Je répondais du tac au tac, je veux faire la guerre. Ouais, surtout que c'était dans les années 90, c'est ça quand ouais, t'étais c'est à l'école 97, 98, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais.
Ça m'a joué des tours au point de vue scolaire. Mais j'ai réussi mon rêve. Hein. J'ai réussi mon rêve, malgré que mon père, parce que c'est aussi pour lui que j'ai fait ça, avait de fortes doutes que je rentre dans l'armée parce que j'étais tout simplement dernier de la classe. Donc quand tous les années tu es dernier, et ben, les gens misent peu, quoi, ce qui est normal. Ouais, toi, t'étais obnubilé par ton rêve. C'était ma motivation première. Je me levais et je me couchais pour être soldat, pour être militaire dans l'infanterie. Parce que quand on revient à nos moutons, quand j'allais passer tous les dimanches chez mon grand-père qui a fait la guerre d'Algérie, donc les discussions, c'était très intéressant. Quand mes oncles, quand mon père parlait de leur service militaire, c'était très intéressant. Quand mon grand-père parlait de l'Algérie, c'était motivant. C'était motivant et je savais au plus profond de mon cœur, de mon âme, que je devais être soldat. Et donc voilà, c'est l'une de mes motivations. Ouais, t'avais des modèles familiaux. Exactement. Mes modèles, c'est des mâles blancs. C'est vraiment, c'est des hommes physiquement, intellectuellement. Ils étaient tous pères de famille. Ils réussissaient bien. Pour moi, ça me donnait même une pression, tu vois. Il faut que je réussisse. Il fallait que tu sois à leur hauteur. Et voilà, tu exactement. les déçoives pas. Exactement, en sachant que j'avais mes oncles, mais j'avais aussi mes cousins et mes cousines qui, eux, contrairement à moi, niveau scolaire, étaient au top, quoi. Ouais, donc t'étais sans cesse comparé. Voilà. Et donc bon, à chaque fois que quand on parlait de moi, voilà, j'étais puni pour bagarre. Bon, mon père était content, Ouais. mais bon, je sais que je ne rendais pas fier mon grand-père et ma grand-mère, qui pour nous dans la famille, la fierté et l'honneur est quelque chose d'indispensable, tu vois. Donc ça m'a motivé. Donc en fait, j'étais obligé de réussir dans l'armée. Et t'as réussi donc à J'ai rentrer à l'armée. réussi, mais le problème c'est que si tu n'apprends pas à l'école, si tu ne lis pas de livres, si tu n'apprends pas tes poésies, tu deviens un mongol, ce qui est normal, tu vois. Je n'avais pas de mémorisation, tu vois, D'accord. vu que je n'ai jamais appris. J'étais concentré sur mon objectif. Alors, il a fallu, parce que tu rentres pas à l'armée comme ça, hein. Il y a des tests psychologiques, psychiques, tu avais des tests de mathématiques, de politique, etc. etc. Donc, Ouais, t'es pas rentré sous-officier, t'es rentré... non, je suis militaire du rang. Donc quand je suis rentré, déjà je vais t'expliquer le tout début. Vas-y. Donc, je fais mes 3 jours de test à Lyon, parce qu'à l'époque j'habitais en Ardèche, dans les montagnes de l'Ardèche plus précisément. Donc je suis passé 3 jours à Lyon. D'ailleurs c'était la première fois que je rencontrais des personnes qui viennent des dom-toms. Ça forge le caractère. Grande découverte. Ouais, grande découverte. Et puis des mecs de Marseille, donc des putes blanches, laisse tomber. Moi j'aimais bien Marseille, mais seulement le club de foot, quoi. Après le reste, les habitants je ne connaissais pas, tu vois. Ouais. Donc je vais là-bas, donc ça se passe physiquement, ça va super bien. J'ai réussi à peu près les tests, quoi. J'ai eu beaucoup de problèmes, c'était les tests psychotechniques, tu vois. Et puis les tests de logique. Mais tout simplement parce que je suis un gros feignant. J'avais la flemme de me prendre la tête, tu vois. Donc je fais mes 3 jours. Après, on reçoit un appel d'un adjudant de Valence, qui serait mon adjudant, c'est-à-dire c'est lui qui allait me poursuivre pour le reste, tu vois. Donc on est convoqué, donc avec mon père, on est convoqué à Valence. Donc là, j'apprends que je suis admis, tu vois. Par contre, au lieu de faire un contrat de EVAT, qui veut dire engagé volontaire de l'armée de terre, donc c'est un contrat de 3 ans ou un contrat de 5 ans, moi j'ai eu un contrat de VEDAT, volontaire de l'armée de terre, c'est 1 an. D'accord. À 650 € au lieu de 1200. D'accord. Ah ouais, d'accord. T'es vraiment rentré par le bas. Par le bas de l'échelle, parce que vu que j'avais beaucoup de difficultés dans l'orthographe et puis pour les tests psychotechniques, tu vois, donc c'est ce qui m'a fait chuter, tu vois. Donc j'ai réussi, j'ai rendez-vous, et quand j'arrive dans le bureau de cet adjudant, qui d'ailleurs était fort sympathique, dans son bureau il y avait une carte de France à hauteur d'homme, d'accord, donc elle faisait au moins 1m60 de long en large, tu vois. Et parmi cette carte de France, il y avait des pins. Il y avait des pins rouges, il y avait des pins bleus, jaunes et verts. Je me rappelle les couleurs. Et il m'a dit, tu vois, chaque pins représente un régiment. Il dit, toi, c'est les pins rouges. Alors directement, j'ai vu qu'il y avait un pins tout en haut de la France, bien me face. Et ben j'ai dit, je vais aller là. Alors là, il sursaute, mon père avec. Il me dit, mais non, mais regarde, tu peux aller dans le sud. Si je me souviens, c'était un régiment d'infanterie de marine. Vous pouvez aller encore dans des régiments de l'Est. Mais moi, j'ai dit non, je veux aller dans le Nord. Et là, la première réaction qu'il a eue, il dit, pourquoi tu veux aller dans un régiment de saucisses?
Ah ouais, Et oula, le voilà. cliché. Ah, mais carrément. Mais j'ai compris pourquoi après, tu vois. Bien plus tard. Mais plus tard. Et je fais non, moi je veux aller dans le Nord. Donc là, mon père s'énerve. Bah, il hausse la voix. Ouais. Il hausse la voix. Hein. C'est un vieux de la vieille, quoi, on va dire. Un dominant. Il dit, mais non, mais va dans le Sud, regarde, parce que je crois qu'il y avait un groupe de commandos, je sais plus quoi, tu vois. Je fais non, moi je veux aller dans le Nord. Parce qu'il faut savoir qu'en 2015-2016, moi je suis originaire du Nord, dans les alentours de Calais, Dunkerque, entre deux. Donc, et j'ai dû quitter ma région du jour au lendemain. Mon père m'a rien dit, il m'a pris dans la voiture et on est parti dans le Sud. Ouais, quand tu étais tout jeune. J'avais 15 ans. Ouais, donc J'ai- tu j'avais voulais quin- retourner dans la Je voulais terre, retourner chez moi. Je voulais, D'accord. parce qu'il y avait ma famille. Hein. Et mon père m'a pris dans la voiture sans rien dire parce qu'il savait sinon j'aurais tout fait en sorte pour ne pas partir. Bref, que je suis en face, je suis avec l'adjudant, que je lui montre ma détermination à rentrer dans un régiment qui est à Douai. À l'époque, il s'appelait le 6e RCS, qui signifie Régiment de commandement et de soutien. Maintenant, c'est un autre régiment, c'est un régiment de transmission, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, l'adjudant a voulu me prendre à part pour comprendre comment ça se fait qu'un mec veut aller dans le Nord. Généralement, dans le Nord, c'est le dernier choix. Tu vas dans un régiment nordique, c'est le dernier choix. Quoi. C'est le choix punition, quoi. Exactement, c'est le film Bienvenue chez les Ch'tis, tu vois. Non, mais c'est vraiment ça, tu vois. Il me prend à part, donc je lui explique. Donc il voulait savoir pourquoi. Donc je lui dis voilà, moi je suis un mec du Nord, donc je veux retourner dans le Nord. Donc il me dit mais t'aimes pas le Sud? Regarde, c'est beau, il y a le soleil et tout. Il a voulu te vendre Exactement. la région. Faut pas oublier que ces personnes qui travaillent dans les bureaux pour l'armée, nous, on est des statistiques. Il a une case à remplir, il faut un homme là, il faut un homme là, il faut un homme là, d'accord? Il me prend part et donc je lui dis non, je veux aller dans le Nord pour pour revoir ma mère. Il faut savoir qu'à l'époque, en tout cas moi j'habite dans les montagnes, t'as pas de réseaux sociaux. Facebook ça n'existait pas. À l'époque t'avais que MSN, tu vois. Ouais, Mais- Caramel, Ouais, les ouais, Skyblog. c'était compliqué. Et j'avais téléphone portable, mais j'avais pas de crédit, parce qu'avant, t'avais pas des forfaits comme maintenant. Ouais, t'as acheté une recharge Voilà. dans les bureaux de tabac. Voilà, c'est ça. Et puis bon, j'allais pas voir mon père, papa, tu peux me payer une carte, s'il te plaît? Ouais. Hein, j'aurais pris un hypercute dans la gueule. Ouais. Donc, donc après, il prend mon père part, parce qu'il a vu que mon père était mécontent de ma décision. Il a fini par accepter. Et donc, ça a été signé. Ça a été signé et peu de temps après, j'ai eu la date que je pouvais rejoindre ce régiment, c'était le 5 août 2008. Donc t'avais réussi à réaliser ton Mon rêve rêve. de gosse. Mon rêve. Mon rêve. Donc suite à ça, tu as fait tes classes. Oui. C'est ça le terme. Ouais, c'est ça. Les classes commencent, on est 42 personnes. D'accord? On est 42. Donc là, les classes commencent. Donc là, c'est la première fois de ma vie que j'ai autant souffert. J'avais souffert comme tout le monde dans la vie de tous les jours, mais là j'ai compris ça voulait dire quoi souffrir, physiquement et mentalement. Il faut savoir que pendant mes classes, on était 42. À la fin, on était 6. Tu vois. Et c'est même le colonel qui a dû dire à nos caporaux-chefs, à nos sous-officiers, à nos militaires, d'aller mollo. Parce que sinon, s'il y avait encore une personne qui partait, et ben, les classes étaient interrompues et on devait refaire des classes. D'accord, il y avait tellement de gens qui arrêtaient en cours de route. Ouais, c'était toutes les semaines, quoi. Mais ce qui est intéressant, une fois que tout le monde est arrivé à bon port, donc il y a le rassemblement. Donc là, tu as de tout. Tu vois, tu avais des mecs du sud, des mecs de l'est, des mecs de l'ouest et beaucoup de mecs du nord. Tu avais un Tahitien, Marius d'ailleurs, pour le nommer. Et puis tu avais beaucoup de putes blanches. Et tu avais aussi environ, il me semble, tu avais 7 racailles arabes. Qui avaient tenu alors, qui étaient dans les 6, non? Non, aucun. Aucun. Non. Il faut savoir que dans les 6, on était 5 mecs du nord. D'accord. Et un Tahitien. Donc la réputation des gens du Nord, que c'est des bosseurs. C'est fondé. Tu vois, c'est D'accord. vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Tu l'as constaté en tout cas. Oui, je l'ai constaté. Et surtout, la mentalité de région en région est vachement différente, quoi. Je pense que le climat, il fait beaucoup, tu vois. Après, c'est un avis personnel. On commence les classes. Les 2 premières semaines, c'était facile. Parce que bon, tu sais, c'est beaucoup de paperasse. Tu as les assurances qui vendent ils vendent ce qu'ils ont à vendre, tu vois. Puis bon, ça va, c'est tranquille, tu vois. Ouais, c'est plus de l'administratif que Voilà, vraiment c'est l'effort. ça. Et dès que tout est signé,
nos supérieurs ils disaient profitez bien, à partir de lundi, ça commence. Donc nous, de toute façon, nous, tu sais, j'avais 17 ans et demi. Pour être testo, tu es pressé, tu vois. Mais bon, j'ai vite regretté le lendemain. j'ai regretté, mais waouh, quoi, c'était extrêmement dur. Déjà, ils te parlent comme une merde. Déjà, c'est simple, le lendemain, c'était un lundi. Donc, il y avait, on prenait, donc le réveil, c'était 5h45. Pendant les 5h45, bon, donc tu te rases, obligatoirement. Tu te laves, et puis tu fais ton lit, etc., etc. Et j'ai eu le malheur d'oublier mon slip dans les douches. Les slips militaires, toi, c'est des slips kangourous, tu vois, blancs, tu vois. Et donc là, il y a un caporal-chef qui fut d'ailleurs mon père militaire, tu vois. Donc il y a rassemblement dans le couloir. Tout le monde se rassemble et il dit à qui est ce slip? Et moi, j'avais pas tilté que c'était le mien. Tu vois? Qui dit bon, apparemment, donc allez tous vérifier. Parce qu'on avait 3 slips, tu vois. Enfin 4, parce qu'on avait celui-là qu'on avait sans nous, tu vois. On va tous vérifier. Et là, je me suis rendu compte que c'était le mien. Et là, mon cœur commence à battre, tu vois. Comme si j'avais fait un sprint, tu vois. Alors, il repose la question à qui est ce slip? Là, j'ai pas levé la main, tu vois. Je me dis peut-être qu'il y a un mec, peut-être que c'est pas moi, tu vois. Il a reposé une autre fois, il a reposé, il a reformulé sa question, pardon. Et là, j'ai levé la main. Donc, il s'approche de moi et il me fout une grosse patate dans la gueule. Ah ouais, carrément. Ah, carrément. Grosse patate dans la gueule. Moi, ça m'a pas choqué parce que mon père m'a éduqué à l'ancienne. Ouais, mais là, ni oui ni merde, bam. Ouais, mais moi, je m'étais habitué mentalement. Vraiment, mentalement, j'étais prêt, quoi. Tu vois, j'étais prêt. Pour moi, c'était une patate dans la gueule. Tous les embrouilles que tu vois, comme un jeune, il en a, tu vois, ça m'a pas vraiment. Bon, j'étais choqué de la patate de la gueule qu'il me l'a mis, tu vois, parce que quand tu regardes la télé, quand tu regardes les publicités mensongères qui font éloge sur l'armée. Oui, les clips promotionnels, oui, on voit voilà, des mecs descendre en hélicoptère. Exactement, la camaraderie, la cohésion, tu sais, truc sympa, quoi, tu vois. Ce qu'on nous vend. Exactement, ce qu'on nous vend, c'est exactement ça. Et ben, c'était pas ça du tout. Donc, il me fout une patate dans la gueule, il passe mon slip, tu vois. Et déjà, ça, à cause de ça, je crois qu'il y en a eu un qui est parti. Ah oui, il a vu la scène et il s'est dit, c'est pas pour moi. Pourtant, c'est que le premier jour, hein, tu vois. Ah ouais. Premier jour. Bon, bah, j'ai rien dit. J'avais juste. Le seul bémol, c'est que j'avais honte parce que c'était devant tout le monde. Et moi, tu sais, dans ma famille, il y a, comme toute famille normalement constituée, tu as une hiérarchie. Tu as le père, tu as la mère, tu as le grand frère, tu as les sœurs, etc. Donc, moi, comme mon père me disait en gros, ferme ta gueule, je fermais ma gueule. Ce qui est normal à la base. Hein. Maintenant, on est une autre génération. Et donc, bah, pour moi, c'était normal de me taire parce que c'était un supérieur. Donc, ça, c'était ma première anecdote. Tu vois. Ensuite. Là, j'ai pleuré 2 fois dans mes classes. Et pendant les 2 fois, je me rappelle, j'ai dit maman. J'ai pleuré en disant maman. Tu vois, ça m'était jamais arrivé, tu vois. Ce qui est le plus dur dans les classes, bah, c'est les marches. C'est des marches et c'est le manque de sommeil. C'est quel genre alors? Quand tu dis les marches, par exemple, ça représente quoi? Les marches, ça représente, par exemple, déjà toutes les semaines, on faisait des marches. La marche minimum, c'est 20 km. Avec un pactage avec sur le tout dos, ce c'est qui, FAMAS, chargeur. Il pèse combien, pour avoir une idée, le FAMAS? 3,6 kg, il me semble. D'accord. 4,2 kg chargé, je crois. Ah ouais. Il me semble, hein, tu vois. Je peux me tromper, mais normalement c'est ça. Que le pactage, les rangers, et puis tout ce qui s'ensuit. Donc 20 km, c'est quoi? C'est 4 heures de marche. D'accord. Donc comme ça paraît pas dur, mais c'est extrêmement dur. Parce que les rangers, elles sont neuves, il faut les. Tu sais, c'est du vrai cuir. Oui, il faut faire la chaussure, comme on dit. Exactement. Et donc une marche, ça va. 2 marches, 3 marches, 4, 5, 6. Et toutes les semaines, c'était comme ça. Oui, puis le manque de sommeil, tu me disais. Le manque de sommeil, c'est horrible. C'est horrible. L'une des pires de torture, ça sert à rien de se casser les couilles à torturer les gens. Tu le mets dans une pièce et puis tu allumes la lumière. C'est tout. Et puis tu mets de la musique pour pas qu'il dort. D'accord. Et quand tu dis manque de sommeil, vous dormiez combien de temps alors à peu près par nuit? Bah, vu qu'on faisait... donc là, c'est mes classes. Donc il y a ce qu'on appelle une sélection naturelle. Tu vois, donc c'est prendre les meilleurs. Donc on allait souvent dans les forêts, tu vois, comme Arras ou leur d'autres, tu vois. Et là, bah, donc tu as le froid. Parce que moi, j'ai signé en août, mais après, les classes, c'est 6 mois. Ouais, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, tu vois. Et je me rappelle, c'était... C'est toujours l'hiver comme ça ou alors il y en a qui tombent l'été Non, du tout, c'est que moi, j'étais bien tombé. D'accord. Et je voulais revenir dans le Nord, bah, Dieu m'a dit, impeccable, bah, écoute, bah, je t'ai mis cette date-là, mon petit. Tu vois. Ouais, d'accord. Tu vas être content. Merci Odin, tu vois. Et je me rappelle, on était rassemblés, tu vois. Et là, il y avait un flocon de neige. Donc tu avais les mecs du Sud et tout, ils étaient contents. Et les seuls qui n'étaient pas contents, c'était les mecs du Nord. Et nous, on a fait non. Et là, je me rappelle, tu avais le Tahitien, c'était la première fois qu'il voyait de la neige de sa vie.
Il fait oh, tu vois, avec son accent, tu vois. Il était émerveillé par le Toy. spectacle. Ouais, voilà, c'est ça. Et nous, on dit merde, on fait chier parce qu'on savait qu'on partait en plus sur le terrain pendant 15 jours. Donc, c'est 15 jours sans te laver. C'est 15 jours Ouais, avec d'accord. 2 slips. C'est 15 jours avec 2 treillis. Donc, avec l'humidité, avec tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc, c'est chaud, tu vois. Les gars, c'était ça, tu vois. Et moi, là-bas, je me suis dit, tiens, je vais aller à l'armée, ça va être nickel parce qu'au moins, j'aurai plus d'études à faire. Il n'y aura plus de dictée, il n'y aura plus de mathématiques, il n'y aura plus de tout ça. Et ben, j'ai jamais autant appris qu'à l'armée. En 6 mois de temps, laisse tomber, hein, conjugaison, mathématiques, dictée. J'ai fait que ça. Bah, donc, j'ai rattrapé mon retard. Tu vois, j'ai rattrapé tout mon retard. Et bon, quand à l'armée, quand quelqu'un fait une connerie, s'il y a un mec qui fait une connerie, tout le monde prend. Ouais, Ça, c'est la camaraderie dans le sens c'est la cohésion. le groupe est une seule personne, quoi. Exactement. Donc moi, à chaque fois, donc quand il y avait, donc tout le monde faisait des conneries, hein, c'est normal, tu vois. Et, Surtout, ouais, vous aviez tous la moyenne d'âge, c'était quoi là? Parce que toi, t'avais ouais, 17 c'était ans. moins de c'est 20 ans. Il y avait un mec, le plus vieux, il avait 22 ans. ça. Ah, d'accord, ouais, donc ça avait quand même Ouais, ouais, c'était vraiment très 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 jeune, tu vois. la fougue de la jeunesse. Quoi. Exactement, c'est bourré de testostérone, mais les neurones ne fonctionnent pas vraiment. Ah oui, tu vois. puis c'est H24, hein, comme t'expliquais. Bah, H24, c'est ça, c'est toujours sous pression, tout le temps sous pression. Et, mais je me rappelle, il y avait un caporal-chef du 35e RI qui est situé à Belfort. Et à chaque fois, il me faisait ramasser. Mais ramasser, donc, c'est traction, pompe, etc. Bon, moi, ça me gênait pas parce que physiquement, j'étais opérationnel, tu vois. Grâce à mon papa, ma maman, etc. Tu vois. Je suis dans une famille de sportifs, tu vois. Et là, il a vu mon point faible. La conjugaison. Et là, putain, enculé. T'as fait des Oh, pompes putain. de conjugaison, quoi. Exactement. Je pompais plus. Il me faisait plus pomper. Donc, c'était dommage que, en plus, quand on était dans la salle de cours, les fenêtres étaient ouvertes. Donc, il faisait vachement froid, tu vois. Donc, tu tremblais, etc. Et donc, moi, je voulais pomper pour me réchauffer, tu vois. Il me disait, non, toi, reste là, tiens, une feuille, un stylo. Allez, c'est parti. Présent, futur, passé composé, etc. Donc, j'ai ramassé ma gueule. Et tous les vendredis matin, t'avais la dictée. T'avais une interrogation. Et celui qui n'avait pas la moyenne, bah, les mecs partaient pas en week-end. Donc là, t'as la pression. Parce que si un mec, il échoue, bah, tout le monde reste, quoi. Donc Ah ouais, d'accord, c'était collectif. Ah oui, D'accord. c'était tout. Le Tahitien, il s'en foutait, le mec, tu vois. Le mec, de toute façon, dans tous les cas, il reste. Ouais, il avait pas le temps de faire Ouais, la voilà, route voilà. en week-end. Voilà. Ça te force à te sortir les doigts du cul, toi. Les doigts du cul, pardon. Donc, les mois passent, c'est très dur. Les gens partent, hein, comme tu Les m'as gens expliqué partent tout toutes à les l'heure. semaines. Et là, ce qui est dur, c'est qu'il y a beaucoup de psychologie. Donc, les mecs qui te font faire les classes, ils sont rodés, tu vois. Ils savent c'est quoi les mots pour te toucher, tu vois. Donc, quand les mecs ils voient une personne, 2, 3 personnes partir, et ben eux ils se disent bon allez, je vais partir aussi, tu vois. Mais moi, et pendant un moment, j'avoue que beaucoup de fois cette idée m'est passée par la tête, de partir. Ouais, je m'en fous, je ferai une formation de bâtiment et basta, quoi, tu vois. Et là, je me dis mais attends, si je pars, il faut que je prends le train, il faut que je revais voir mon père, parce qu'il faut que je revais dans la maison familiale, n'est-ce pas? Et là, le fait de voir mon père déçu était inenvisageable. Je préférais mourir. Le déshonneur, pour moi, c'est horrible. C'est un cauchemar, tu Et vois. puis comme tu nous parlais dans ta famille, c'est super important. C'est hyper important, surtout que depuis tout petit, j'ai toujours dit que je veux être militaire. Donc mes oncles, ma famille l'entendaient, d'accord. Mon père aussi l'entendait. Il disait, bon, c'est de passage. Il est jeune, il a vu un film, il a vu la propagande hollywoodienne, américaine, tu vois, sur les films Il faut sauter des soldats Ryan, etc. Donc voilà, quoi. Mais toi, quand même, qui étais motivé depuis le plus jeune âge et qui avait des modèles familiaux, t'en es quand même arrivé à douter vers la dureté des classes, quoi. Oui, parce que les gens, il faut bien comprendre que l'être humain, quand il a le ventre plein, ça va tranquille, ça va tranquille. Mais une fois que le ventre il commence à être vide, le manque de sommeil, la souffrance, tu ne penses plus pareil. Tu ne penses plus pareil. Le mental, c'est pas quelque chose qu'on a, ça se travaille. Tu vois, tout le monde doutait. Même le Tahitien, pourtant les Tahitiens ils sont réputés pour être des gens très très forts physiquement, mentalement. Toi, c'est des mecs qui viennent des tribus. Tu vois, il y a qu'un siècle hein, qu'on les a colonisés, tu vois. Mais même lui, toi, il flanchait, quoi. C'était horrible. C'était horrible, quoi. Ouais, tout le monde. Je me rappelle, il y avait le chef qui était énervé parce qu'on faisait pas mal de travail. Il disait si on veut, en 24 heures ou 48 heures pour certains, donc là il posait le regard sur moi, donc sympa, il disait on peut tous vous faire flancher. Et ce qui est vrai, tu vois. Qu'ils ont réussi. Et j'ai su par la suite que leur but c'était de faire en sorte qu'il n'y ait plus personne. Comme ça, ils rentraient dans leur compagnie. Voilà, on a réussi à faire flancher tout le monde. Ouais, ils voulaient se débarrasser. Exactement, parce qu'il y de avait ce problème. parce que dans le régiment en question, il n'y avait plus de place.
Ça peut paraître fou, hein, mais il y avait plus de place, toi. Il y avait assez de personnes. Donc Et quand même 6 à la sortie, tu m'as dit. C'est ça, à la fin des classes auxquelles tu as participé, vous étiez 6. On était 6. Pendant le raid final, donc là, dans les 2 dernières semaines, on était 6. Donc 5 mecs du Nord que je bénis, un Tahitien, Marius, pour le citer. Dans tous ces personnages, tous avaient eu une vie, comment dirais-je, difficile. Difficile, tu vois. C'est-à-dire, tu parles du milieu social, Ouais, milieu familial surtout. D'accord. C'est pas milieu social parce qu'il y avait, avec nous, il y avait un petit bourgeois. Des personnes qui avaient du vécu, c'est un peu ça. Du vécu, voilà, c'est ça. Et donc forcément, le père. Bon, je sais que parmi ce lot, il y avait des pères alcooliques, tu avais parents divorcés. Tu vois, Des familles violentes, j'imagine, exactement, ce genre de choses. exactement. Et ça n'a rien à voir avec le social, hein, parce que tu avais un mec, il avait déjà sa BMW, le mec, tu vois. Il avait même pas encore le permis, il était blindé et il s'en vantait, hein. Pourquoi pas, tu vois. Et donc ça n'a rien à voir, tu vois. En tout cas, et là, on avait une cohésion, on était soudés, tu vois, parce qu'on était du Nord. Vraiment, vraiment, tu vois. Il y avait des mecs de Maubeuge, de Douai, de Valenciennes, voilà, des régions nordiques, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Vu que tu avais tous les mecs du Sud, ils étaient partis, tout ce qui est Perpignan, Toulouse, etc. Tu avais des mecs de l'Est, ils sont partis. Tu avais tous les Arabes, là, eux, de toute façon, eux, ils sont partis premiers. C'est pas pour dire, parce que c'est pas parce que c'est des Arabes, vraiment. Mais... Ouais, c'est pas une légende alors que Non, les non, forts non, les non, non. rebutent. Non, du tout. Et pourtant, je te garantis, et je dis pas ça parce qu'on est sur ta chaîne, tu vois, mais c'était des grandes gueules. Tu vois, ça parlait, oh là, frère, la famille, si, on écoute du rough, frère, tu vois, ça fumait, tu vois, ça s'est habillé antenne, jogging, casquette TN, tu vois, trousse Lacoste. Dès qu'il y avait moment de flancher, boum. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. Je sais pas si ça concerne les classes. C'est ce que tu m'expliquais l'autre coup quand on discutait ensemble. Tu me disais à la caserne le week-end, quand les officiers sont pas là, c'est la fête, quoi. C'est la fête au village. Oui, alors ça, je m'en suis rendu compte après mes classes. Donc là, j'ai fait mes 6 mois. J'ai réussi, tu vois, grâce aussi à mes frères, parce qu'on ne réussit pas tout seul. Et donc, je rentre dans la 3e compagnie. Donc déjà, on est respecté parce que les mecs, ils ont vu que voilà, on en valait la peine, tu vois. Mais moi, donc là, je suis toujours en mode classe. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un derrière ton cul pendant les classes. Ouais, t'es surveillé, t'es pas laissé tout le tout temps, seul, tout le temps. Même quand tu dors, t'as un sergent ou un caporal-chef qui dort avec toi. T'as jamais d'intimité. Si le seul moment d'intimité, c'est quand t'es aux toilettes. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement d'ailleurs. Et donc là, je rentre en compagnie et là, je commence à comprendre le système. C'est-à-dire que tous les officiers, la plupart des sous-officiers, donc ça commence par sergent, hein, tu vois, ils rentrent chez eux. D'accord? C'est-à-dire que le soir, tu as que des soldats, des caporaux ou des caporaux-chefs. Et le soir, c'est la fête, quoi. Donc il faut bien s'imaginer qu'un régiment, c'est quoi? C'est entre 500 à 600 personnes, tu vois. Donc 99% de mecs, de mâles. De jeunes aussi, comme tu Beaucoup de expliquais, jeunes. C'est que des jeunes. T'as que les caporaux-chefs qui sont c'est les anciens. ouais, qui ont de la bouteille, on va dire. La bouteille, comme on dit, voilà, c'est ça. Donc le soir, c'est horrible, quoi. C'est l'alcool coule à flot. Pourquoi pas? Mais quand c'est tous les soirs, quand il y a l'alcool qui coule à flot avec des hommes bourrés de testo, ça finit mal, ça finit très mal. Et, avec beaucoup de drogue, dont l'héroïne. Il y a beaucoup d'héroïne au sein. Ouais, ça m'avait surpris quand tu m'avais raconté ça, sûr, quand on discutait en privé. C'est vrai que tu m'avais parlé de l'héroïne. T'as plein de trafic de drogue. Et comment il faut rentrer ça alors? Tu rentres, de toute façon, quand tu rentres dans un régiment, t'es militaire, t'es en treillis, le mec il va pas te fouiller. D'accord, donc c'est vrai, oui, tu fais rentrer ça tranquillement. Oui, quoi. tu rentres tranquillement et c'est simple comme bonjour. Le chef n'est pas là, ça y est. Personne n'est là, c'est-à-dire que là tu as une piole pour toi, une piole où t'as ta télé, t'as ta PlayStation, t'as ton frigo, t'as les clés de ta chambre, t'es frais, tu vois. Et donc je me rappelle que notre compagnie, donc la 3e compagnie, il y avait une embrouille avec la 4e compagnie. Il faut savoir que, en tout cas dans ce régiment-là, la première compagnie c'était beaucoup de mecs des dom-tom, tu vois. La 2e compagnie c'était un mélange. La 3e compagnie dont j'en faisais partie c'était les mecs de l'infanterie, tu vois. La 4e compagnie c'était les mecs du génie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jalousie, tous les mecs des transmissions, de la cavalerie, du génie sont jaloux de l'infanterie parce qu'ils représentent le corps d'armes, l'arme, quoi, tu vois. Bon, c'est de la jalousie ridicule, hein. Donc le soir, il y a des règlements de compte. Et je me rappelle, ça va jusqu'à brûler la voiture du capitaine. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'était mon grand frère. Je me rappelle que j'ai commencé à perdre une partie de mes cheveux là-bas. Le stress, quoi. Tu dors plus.
Tu vois, faut savoir que la 3e compagnie et la 4e compagnie sont collées. Tu vois, c'est collé, c'est-à-dire que tu peux vagabonder dans la 4e. Il y a un couloir ou une porte qui les sépare. Et puis, c'est exactement ça. Et je me rappelle que donc il y avait un de nos mecs qui s'est fait défoncer la gueule, mais vraiment défoncé à ras de la mort, hein. Coma et tout, ouvert et tout. Et la voiture de notre capitaine avait été brûlée. Ils ont incendié c'était le couloir de la 3e compagnie. La police est intervenue. Et tous les soirs, c'était le bordel. À coup de machette, parce que la machette, il y en a beaucoup dans l'armée, tu vois. Et je me rappelle qu'il y avait des mecs, on a fait voler du premier étage des mecs de la 4e compagnie, tu vois, c'était chaud, c'était vraiment chaud. J'ai perdu une partie de mes cheveux, tu vois. Et même mon frère, c'est lui qui m'a amené pendant un temps pour pas que je me bats à la gare avec des mecs de la 4e. Ah d'accord, donc c'était chaud. Vraiment les conflits. Il y avait, il me semble que c'était Rachid Adati qui était venu en hélicoptère. Tu me crois si tu Oui, veux. oui, je me souviens. Elle est venue en hélicoptère pour calmer le truc. Ça avait fait, parce que c'était vraiment chaud, quoi. C'était chaud. C'est-à-dire que, et tellement que notre capitaine de compagnie en avait marre, le matin à 6h, lors du rassemblement, il a regardé nos caporaux-chefs, il a dit carte blanche. Point barre. Donc ça veut tout dire. C'est-à-dire que les gars. Comme dans le film Carte blanche, permis de tuer, quoi. Limite, j'ai pas vu. Je connais pas, mais je vais les faire un tour. donc le soir, et je te jure qu'ils ont même mis, tu sais, comme dans les films policiers, tu as des bandes jaunes, tu sais, pour remarquer c'est un territoire. Il y avait ça. Do not cross. Voilà. Tous les portes étaient entourées de cette bande jaune marquée police, je sais plus quoi, tu vois. Ouais, normalement c'est police judiciaire. Ouais, j'avais même coupé un bout pour le garder en souvenir, tu vois. Je te jure, c'était ahurissant, tu vois. Voilà comment ça se passe dans l'armée française. Parce que dans l'armée française, comme vous savez, t'as les mecs des dom-toms. Il faut savoir que t'as les mecs de la Réunion, t'as les mecs de Mayotte, les mecs qui peuvent pas se blairer. T'as les Tahitiens. Les Tahitiens, c'est des hommes de tribu. Donc d'une tribu à l'autre, ça peut très mal se terminer. Et les mecs sont chauds. Les mecs, ils sont à l'ancienne. Hein. Ça coûte de machette, hein, tu vois. Donc l'armée française, c'était en quelle année ça? Tu peux me rappeler? Là, c'était 2008 en 2010. L'armée était déjà multiculturelle. Ouais, vraiment, vraiment. Mais encore, voilà, j'avais pas vraiment un esprit racial, quoi. Vraiment. Je l'avais au fond de mon cœur, tu vois. Mais vu que j'étais seul, pour moi, j'ai tort. T'étais l'un des seuls blancs pour être. J'étais le seul vrai blanc. Il y a énormément de putes blanches. Donc les mecs, quand je dis putes blanches, c'est des mecs qui parlent, tu sais, qui ont un accent qui apparaît du jour au lendemain. Un ziva, comme dirait. Ouais, voilà, tu vois, frère, tu vois. Ouais. Et qui rappait, qui écoutait de la musique d'une autre culture, si tu vois ce que je veux dire. Bon, puis s'ils tapaient de l'héroïne et tout le week-end. Ouais, c'est Et puis il faut savoir que les trafiquants, c'est soit des putes blanches ou soit c'est des arabes. Il y a des arabes là-bas, tu vois. Et donc les mecs, voilà, ils ont leurs fournisseurs dans leur quartier, donc ils viennent ici, et là ils se font un direct. Ça veut dire que t'as pas de flic. Tu es dans ta chambre, t'auras pas de contrôle. T'as pas de contrôle, tu vois. Le mec, il fait que. En plus, t'as que des mecs, t'as que des gens. Donc le mec, tu prends 500 grammes, tu vends tout en 3 jours. Tu vois. Parce que j'en profite pour rebondir un peu sur une idée. Une idée reçue dans le milieu national, c'est que si le jour ça pète, on peut compter sur l'armée. L'armée va venir défendre la veuve et l'orphelin français perdu au fond de sa campagne. Toi, t'es en train de me dire en fait que l'armée c'est composé vraiment de personnes étrangères. Alors, donc là, je précise que j'étais dans l'infanterie. Donc j'ai fait 2 régiments. Donc là, je te parle du 6e RCS, d'accord. Et après, je suis parti au 1er régiment d'infanterie. Ça veut dire qu'après, par la suite, j'ai signé un contrat de 4 ans, d'accord. Et donc je suis parti, c'est le 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg qui m'a demandé. Donc pour moi c'est un honneur, tu vois. Le 1er c'est un très bon régiment, vu du papier, hein, bien entendu. Donc j'y vais, et là, donc là c'est encore pire. C'est vraiment pire, c'est simple. J'arrive au régiment, je vais à l'accueil, on me dit qu'on est dans la 2e compagnie de combat, 3e section, j'y vais, je m'installe dans la chambre, donc là je mets mon petit décor, tu sais, je mets mon drapeau français, je mets mon pull de mon ancienne compagnie, parce qu'on n'oublie pas d'où on vient, tu vois. Et là t'as un mec, un Algérien, dont je vais me taire le nom, mais ça me démange de le dire. Il me dit ouais c'est toi le nouveau, etc. Avec son langage, hein. Donc le langage algérien, l'accent algérien, j'ai du mal à le faire, tu vois. Et donc directement ça part en couille. Tu vois, je lui fais comprendre que au début je l'ignore. Mais quand tu ignores quelqu'un, ça l'énerve vite. Surtout leur race. Non mais on est venu te provoquer. Parce que tu avais mis un drapeau français dans l'armée française. Dortoir de l'armée française. Au 1er régiment d'infanterie, 1er régiment créé par Napoléon Bonaparte. Donc ça plaisait pas. Ça a dérangé, hein. Ça, énormément. Et surtout que donc j'étais dans la chambre, tu avais déjà 2 mecs qui étaient là, blancs, tu vois,
que je ne parlais pas, que je voulais pas parler, parce que j'étais encore sur l'émotion d'avoir quitté mon ancien régiment, donc quitter mes camarades, quitter mes caporaux-chefs, quitter tout ce que j'avais fait, quoi, tu vois, quitter mes larmes, quitter ma sueur, pour me retrouver là-bas. Et là, directement, c'est parti en couille, tu vois. Je leur ai fait comprendre que moi, j'étais un mec du Nord, et ça a très mal perçu. Le soir même, voilà, convoqué, tu vois, chez le capitaine, tu vois, et donc là, ben, j'ai mangé, tu vois, j'étais puni directement. Le lendemain matin, donc il y a rassemblement compagnie. Donc là, c'est le lundi, tu vois, donc rassemblement compagnie. Et donc, il faut savoir que la couleur, tu sais, chaque régiment a une couleur, soit le jaune, le bleu, le vert, le rouge, tu vois. Là, donc moi, j'étais habillé dans mon ancienne couleur régimentaire, enfin, non, dans mon ancienne couleur de compagnie de mon ancien régiment, donc c'était le jaune, tu vois. Et là, les mecs, tous les mecs, et la couleur de ce nouveau régiment, c'était le rouge, tu vois. Donc là, tu as un mec en jaune, c'est moi, tu vois. En milieu de mecs en rouge. Et là, c'était footing. Et footing, j'étais quelqu'un de très très bon. Parce que le footing, il faut être intelligent. Tu vois, c'est courir comme un lapin, tu vois. C'est au fur et à mesure, tu vois. Et je les ai tous battus. Et quand je les ai battus, vu que j'étais arrivé, j'étais à l'arrivée, j'ai fini en faisant des pompes. Et en les regardant. Tu vois, et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, mais c'est pas grave parce que tu vois, je fais 85 kg de muscles, je suis déterminé, ça va, tu vois. Et donc après, on rentre au régiment et il y a ce qu'on appelle l'apéro. L'apéro, c'est des tractions, c'est des pompes, c'est des guides, etc. D'accord. C'est ça l'apéro militaire, tu vois. Ok. Et donc je les ai mangés, toi. Enfin, j'ai fait bonne figure. Et donc après là, j'étais vraiment très mal aimé parce que tout simplement parce que je viens d'un autre régiment. Donc je ne fais pas partie de cette famille. Parce que je comprends. En plus, tu as montré qu'au niveau physique... que je les enculais. Parce qu'en fait, ils m'ont manqué de respect. Donc là, je te parle juste de l'Algérien, mais après, il y a eu d'autres choses. Hein. Comme quoi, les régiments du Nord, c'était de la merde. Donc là, on touche moi, mon ADN. On touche ma famille, on touche mes classes, on touche mes camarades, on touche on touche mes instructeurs. Donc moi, vu que je suis pas insoumis, vu que j'ai bien été éduqué de façon virile, hein, merci papa, et je me laisse pas faire, quoi. Tu vois, je me laisse vraiment pas faire. J'ai peur de personne, tu vois, et je suis déterminé. Et la détermination fait tout. Donc là, à ce moment-là, tu viens de rentrer dans le régiment avec lequel tu vas être mobilisé en Afrique. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et plus précisément en Centrafrique. Donc Bangui, au camp de Mpoko, pour être précis. On prend l'avion plutôt, et on va donc à Bangui. Je rentre dans le camp. Donc nous, il faut savoir qu'on ne dormait pas, c'était pas des hôtels, tu vois, c'était un grand hangar. Comme si c'est un genre de garage à voiture. D'accord. C'est ça en fait. Sauf qu'on avait, un genre de lit, tu vois, c'est un lit dépliable, tu vois, bref, c'est pas intéressant. Nos missions, on était là pour les intérêts de la France, pour les ressortissants français, d'accord, et aussi pour apprendre à l'armée centrafricaine et camerounaise que les techniques de combat en milieu urbain. D'accord. Et aussi, on était là pour faire des gardes. Parce que bon, un camp, il faut toujours que ça soit surveillé. D'accord. Donc c'était une fois tous les 2 jours, on était de garde. Donc voilà. Donc déjà, j'arrive. T'avais, en face du hangar, tu avais 2 Africaines qui étaient, tu vois, des bouteilles de whisky de Grant. Tu vois. Et ben c'était ça, mais dedans, c'était des cacahuètes. Donc ils vendaient des cacahuètes. Ouais, voilà, tu vois. Donc bon, pourquoi pas, tu vois. C'est une autre culture. Moi, j'arrive et il faut savoir que là-bas, les mecs qui ont les yeux bleus, ils sont vus limite comme des anges. C'est pas des conneries. Que moi, directement, je suis arrivé. En plus, avec le soleil, j'ai les yeux qui ressortent, on va dire. Et donc, j'étais admiré. Et ça a créé la jalousie de mes collègues. Ça fait que 2 jours après, ils ont été virés. J'étais dégoûté. Je me dis, tiens, j'aurais pu forniquer avec elle, tu vois. Bref, ça s'est pas passé comme je le voulais, tu vois. Bref. Les mois se passent, c'est très très dur. C'est très très dur physiquement parce que on continue à s'entraîner, mais sur 50 degrés, c'est difficile. En sachant que là-bas, il n'y a pas d'électricité. Donc les mecs, la lumière, c'est le feu. Donc tu as une odeur de feu de bois atroce tous les jours. Tu vois. Puis j'imagine qu'il y a une certaine pression. Enfin, c'est une zone de guerre. C'est une zone de guerre. Oui, la Centrafrique, c'est un pays qui est religieux, mais qui n'est pas fondé que sur une religion. Tu vois, tu as les musulmans et tu as les chrétiens. Donc tu as des chrétiens catholiques et des chrétiens protestants. Ça aussi, c'est différent. Tu vois. Donc on est là pour gérer, pour pas qu'ils se bouffent entre eux, tu vois, parce qu'ils se bouffent entre eux.
Nous, quand on va dans les villages, donc on demande comment ça se passe. Enfin voilà, c'est une certaine routine, mais toujours en surveillance, tu vois. Ouais, c'est à proximité, vraiment en contact avec les locaux. Avec la population, c'est ça. Et on est là aussi pour les aider pour faire des puits, tu sais, genre c'est pour l'eau. D'accord, c'est pas que du travail de surveillance et de sécurité. Non, mais en il y a- fait, le but de l'armée là-bas, c'est vu qu'il y a nos grands patrons comme Bouygues, toi qui sont en train de prendre les ressources, hein, tu vois, pourquoi pas, tu vois, c'est un autre sujet. Oui, Gareva. Exactement. Donc en fait, pour leur dire, les gars, tout va bien, en fait, on doit leur donner une bouteille d'eau. Tu sais, pour dire, t'inquiète gros, ça va, tranquille, tu vois. On est là-bas, on les aidait à faire leur jardin. Donc je parle niveau agriculture, comment planter une graine dans le sol, parce qu'ils ne savaient pas le faire. On leur faisait voir comment il fallait, c'est le geste de la main, tu sais, de laisser la graine tomber dans le sol, tu vois. Vraiment la base. La base. C'est beaucoup de pression parce que faut savoir que je vais dire une chose et vous pourrez vérifier si vous avez connaissance avec d'autres militaires qui ont été dans la même situation. que moi, que l'armée africaine est constituée de rebelles. Donc les rebelles, c'est quoi? C'est des militaires qui font des checkpoints, tu vois, et qu'ils pillent leur propre peuple. Donc ça, je le savais déjà avant d'aller en Afrique. Parce qu'avant d'aller en Afrique, il y a des cours. Tu vas pas là-bas, t'habites et ton couteau. Ouais, t'es briefé. Non, t'es avant, briefé à mort. la Politiquement, situation. tu sais comment ça se passe, tu sais tout. Tu es rodé. Tu vois. Ouais, t'es pas lâché un poil. Non, du tout, heureusement d'ailleurs. Nous, on était dans le même camp que l'armée africaine. C'est-à-dire que il faut se mettre... je vais vous donner une vision. Il y a un carré. Le carré, il est coupé en deux. Le côté gauche, c'est l'armée française. Le côté droit, c'est l'armée africaine, qui est constituée beaucoup, pas complètement, mais majoritairement de pilleurs, de violeurs, de tueurs. Tu vois. Donc moi, je suis au courant de ça. Donc moi, déjà, j'arrive là-bas, je suis en colère. Tu vois, parce que j'aime pas le mal, en fait, tout simplement. Tu vois. Nous, militaires, français, on doit leur apprendre à comment marcher en groupe, comment tirer, etc., etc. Donc, par contre, ce qui était bien, c'est que nos instructeurs nous avaient prévenu avant qu'on allait leur apprendre de la merde. Tu sais, que de la Quand merde. tu dis la merde, tu dirais les bases. Même Non, pas, c'est que forcément. les bases, on leur apprenait des bases, mais c'était ridicule. Genre, tu sais, il y a une règle fondamentale, que ce soit de l'armée ou alors pour les chasseurs, c'est que toujours garder l'index hors de la détente. Ouais, bien sûr. La base. Là-bas, non. On disait rien. Il me semble que les règles, c'est toujours considérer son arme chargée. Chargé, Ne jamais pointer son arme sur quelque chose qu'on ne veut pas détruire. sur un objectif qu'on ne veut pas détruire, blablabla. Et donc nous, on leur apprenait pas ça. On leur disait que de la merde. Tu vois. C'était les ordres et c'était pas pour me déplaire. Parce que les mecs, c'était des merdes. C'était vraiment des merdes. Et j'avais une haine profonde pour eux. Parce que je les connaissais en fait. Parce que je les côtoyais tout le temps. Et c'est là que tu vois qu'on est tous différents. Donc ça se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est très long. Je suis resté là-bas 4 mois et 2 semaines, c'est très très long. Donc sans téléphone, sans rien, quoi, tu vois. Et, Coupé du monde. Coupé du monde. Et au bout d'un moment, donc tu es moins performant parce que tu es fatigué, parce que une fois tous les 2 jours, tu es de garde. Donc garde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es de garde 2 heures, tu te reposes 4 heures. 2 heures, 4 heures. 2 heures, 4 heures, ça pendant 4 mois et demi. Donc en fait, ton cycle de sommeil est touché. En plus du changement climatique. En plus du changement climatique et de la bouffe. Enfin, de la nourriture, pardon. Tu peux dire bouffe, t'inquiète. Allez, de la bouffe, rien à foutre. Et, tout change, donc il y a très peu d'alcool. On tient une compagnie avec l'alcool. L'alcool, c'est la soupape. Il y avait l'alcool africaine. C'était Oui, l'alcool frelaté qu'ils font dans des bidons. Là. Exactement, c'était en plus une alcool d'arbre, etc. Je sais plus trop quoi, c'était dégueulasse. Mais bon, de manioc. ouais, je crois un truc comme ça. Je sais plus, je ne serai pas technique sur ce point de vue. Et ça va. Mais par contre, ils nous vendaient de l'alcool, donc tu peux avoir du whisky, du Ricard et tout, mais ils le mélangeaient avec du liquide de refroidissement. D'accord. C'est Mais- un concept. Ouais, c'est un concept, pourquoi pas. On l'a bu quand même, parce que tellement t'as l'impression, tu vois. Ouais, ouais, mais t'as Tu rien d'autre, bois. t'as pas le choix. Ah, bah oui, tu n'as pas le choix, tu n'as rien à foutre. Tu picoles, t'as rien à branler, tu vois. Au point où t'en es, t'as rien à foutre. Bon bref, ça commençait à me saouler, et moi je rappelle que j'étais là vraiment pour connaître le feu, le combat, tu vois. Et là, bingo, je crois que c'était avant les 4 mois, hein, donc là il y a alerte. Une vraie alerte, que généralement tu as des fausses alertes, pardon, pour voir si tout le monde est opérationnel, si tout s'embouteille bien, tu vois. Et là, tu as une vraie alerte. Pour une fois, je suis le premier. Parce que quand le chef est descendu en criant avec ses yeux humides, j'ai vu que c'était vrai.
Ouais, tu vas enfin connaître Enfin. l'action pour laquelle tu t'es préparé pendant tant de temps. Enfin. Je voulais jouir de ce moment, tu vois. Je peux paraître fou, hein, mais c'était mon but en fait, tout simplement, tu vois. Donc je me prépare et tout, les affaires, le pactage. Que nous, la section, on part les premiers. On monte dans le gyps, tu vois, dans le camion, quoi. Et là, je vois quoi? Donc là, je vois tous mes loyaux et bons camarades en train d'envoyer des textos. Il y en a même un qui était en train d'écrire une lettre. Et en fait, ils avaient peur. Je voyais qu'ils avaient peur, tu vois. Et ça m'a mis hors de moi. Ça m'a mis en colère parce qu'on est le premier régiment d'infanterie. On est un régiment réputé, en tout cas. Et là, je vois quoi? Des mecs qui ont peur. Et pendant tous ces mois que j'ai passé à côté d'eux, ils étaient là en train de dire, tu sais, ils sont toujours en train de faire des remontrances. Ouais, t'es rendu, ils sont pas cirés, il faut bien couper les cheveux. Tu sais, c'est toujours l'apparence. L'armée, c'est beaucoup d'apparence, hein, tu vois, c'est... Parce que en même temps, c'est normal, on représente l'armée, hein, tu vois, vu de l'extérieur. Et là, je le voyais, ils avaient peur. Et moi, je n'avais aucune peur, je n'avais que de l'excitation. Une bonne excitation, attention, on s'entend bien. Tu avais l'adrénaline du combat. Exactement. J'étais heureux. J'étais heureux, quoi. T'es à ta place. J'étais à ma place, exactement. Et là, donc on sort du camp Mpoko. Donc là, il faut savoir que dès que tu sors du camp Mpoko, tu as environ 500 mètres de ligne droite. Donc on roule tout doucement. Enfin, on roule, hein, parce que bon, c'est des camions militaires, donc ça va pas non plus à 150 km/h. Ouais. Et là, je voyais les mecs, ils flippaient. T'en as un, il pleurait. Et là, j'ai crié. Toi, donc je les ai traités de tous les noms. J'ai même traité un sergent. Avant, j'aurais jamais fait ça. Jamais j'aurais fait ça, tu vois. Mais là, je l'ai fait, tu vois. Le sergent, il a fait prout. Il a fait prout, mais il m'a rien dit. Alors que moi, j'étais même pas encore caporal. Que en aucun cas, toi, c'est inadmissible. Toi, normalement, t'es puni au trou, quoi, tu vois. Et là, je l'ai traité, je les ai tous insultés, tu vois. Que voilà, c'est pas maintenant qu'il faut écrire des lettres à leur femme. Il y a un temps pour tout. Et heureusement pour eux et malheur pour moi, le camion a fait demi-tour. Le camion a fait demi-tour. Et là, je me suis dit, faut que je me casse de cette armée de merde, de ce régiment de merde. Et là, je me dis, faut que je me casse à la Légion étrangère. La Légion étrangère, j'ai eu la chance et l'honneur de côtoyer des légionnaires. Et ben, respect à eux. Il y a une propagande qui dit que les légionnaires, c'est des violeurs, etc. Soit. T'en as aussi dans l'armée française, t'en as dans la vie de tous les jours. Ouais, la grande légende, c'est comme quoi sont les malades mentaux, les mecs les plus timbrés. Ouais, c'est ça. Alors que peut-être, pourquoi pas, en tout cas moi, je les ai côtoyés, j'ai bu des bonnes bières avec eux. C'est des camarades. Quand on dit famille, c'est la famille. C'est vraiment ça. Tu vois, il y en a un qui s'est frappé, c'est le mec, il est mort. Tout simplement, il est mort. C'est vraiment l'esprit de camaraderie. S'il y en a un qui souffre, tout le monde pleure avec lui. Quand j'étais à l'armée, je lui dis un truc, on n'a fait que me voler mes affaires. Parce que moi, j'avais des casiers et je mettais jamais de cadenas. Donc, je me faisais toujours voler. Mais j'étais têtu, peut-être bête, hein, mais j'étais têtu, je refusais de mettre un cadenas. Parce que pour moi, on était des frères d'armes, en fait. Ça sert à quoi de voler un camarade, quoi, tu vois? Bref. Eux, ils auraient jamais fait ça. Les bérets verts, ils auraient jamais fait ça. Et donc là, je me suis dit, il faut que je me casse. Il faut que je me barre, tu vois. Et donc, on sort du camion. Donc, j'ai continué à les insulter de vive voix pour que tout le monde... je voulais que tout le monde sache. Et surtout, je voulais me désolidariser de tout le monde. Parce que c'était tous des grandes gueules, moi non. Ou alors j'étais une grande gueule, mais j'assumais à côté. Tu vois. Ils faisaient les grandes gueules et puis une fois qu'il fallait y aller, il n'y avait plus personne. Quoi. Exactement. Et moi, ça m'était hors de moi parce que j'avais des images où je les voyais quand on partait en week-end le vendredi après-midi. Eux, ils restent en treillis, ils sont fiers de montrer devant tout le monde qu'ils sont militaires. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont fiers, t'as vu, j'ai un béret, je suis militaire. Ils fanfaronnent. Exactement, toi, les Rambo 3, tu vois. Et donc, il n'y avait aucune humilité. Déjà, si une armée, elle n'est pas humble, je donne pas cher de sa peau. C'est les gens forts qui sont humbles, généralement, tu vois. Donc déjà, là, j'avais pris une décision dans mon cœur, c'était de partir. Et juste avant de rentrer en France, je suis parti à Bangui, à Libreville. On était parti là-bas pour faire une initiation au stage commando, donc dans la jungle. Ça aussi, ça forge l'homme, je te garantis. Et là aussi, dans les moments difficiles, qui est la jungle, qui est un milieu hostile, pas par les rebelles, mais par la nature sauvage. Ouais, la nature en elle-même, les animaux. Notre premier ennemi, dès qu'on est arrivé là-bas, déjà on a mis un bail juste pour circuler avec le véhicule dans la jungle, tu vois. Au moment où on est sorti du camion, on a posé pied à terre, on s'est fait bouffer par des fourmis. Des milliers et des milliers de fourmis. Je te garantis, elles faisaient la taille, mais elles faisaient 10 fois la taille d'une fourmi européenne. Elles arrivaient à rentrer dans mes Rangers. Elles bouffaient mes Rangers et elles rentraient dedans.
te garantis. Donc là, il y avait nos chefs qui, eux, étaient dans le camion, clope à la main, tu vois. Gros ventre et tout, tu vois, donc t'as à peu près l'image. En train de nous dire, non les gars, sortez vos machettes et il faut enlever l'herbe. Mais pendant qu'il dit ça, t'es en train de te faire manger en fait. Mais vraiment, t'as des fourmis qui sont sur ton visage, qui rentrent dans tes rendures, etc. Donc là, instinct de survie, ben, tu fais ce qu'il dit de toute façon, tu vois. Donc en fait, le but c'était de enlever l'herbe. Vu que j'étais le mal aimé, tu vois. Donc on installe notre camp et tu avais, chose obligatoire, tu avais la moustiquaire. Et moi, on m'a donné une moustiquaire trouée. Mais trouée quoi. Sympa. Donc moi, je dormais très mal la nuit parce que je me dis s'il y a une migale, s'il y a un serpent qui est là-bas, le mamba noir. Je vous conseille de vous renseigner. Regardez sur internet. Non, mais on était rodés avant d'aller en Afrique. Je savais où je mettais les pieds, tu vois. Et les mambas noirs, j'en ai vu, c'est le deuxième serpent le plus dangereux d'Afrique. Il te touche, t'es mort. Simplement. Je dormais pas tranquille. Si j'aurais été à la Légion étrangère, ça serait pas passé comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Jamais on laisse un camarade avec une moustiquaire craquée. Tu peux passer ton bras, tu vois. Donc voilà, je commençais vraiment à en avoir ras le cul, tu vois. Et surtout, cette expérience avec mes camarades lors de parler au front, là, il n'y a personne. J'étais seul. Je dis pas ça pour ma gloire, hein, j'ai rien à foutre, j'ai rien à vendre. Mais juste, je me suis rendu compte que l'apparence, que les paroles ne sont rien. Ne sont rien. C'est comme dans la boxe, tu vois. T'as les mecs, ils font les shows, mais quand tu es sur le ring, c'est différent. Donc de là, j'avais déjà en tête de partir, tu vois. Il y a aussi une petite anecdote sucrée que je vais te proposer, tu vois. Vas-y, raconte-nous. C'était un jour avant que je pars. Donc il faut savoir que quand tu pars, donc tu es remplacé par un autre régiment. Et donc là, c'était un régiment de parachutistes du train. Donc je sais plus c'est quoi le régiment, donc je vais rien dire pour pas dire de bêtises. Donc j'étais en train de préparer mon pactage, et là j'entends Le Pen, je sais pas quoi. Alors moi, là, j'ai mon oreille, tu vois, je dis merde. Il y a des ondes positives, ça fait tellement longtemps. Et là, donc il y a un mec qui va me voir, gros, t'as vu, il y a le neveu de Jean-Marie Le Pen qui est là. Et moi je fais ouais. Et je regarde au loin, effectivement, il y avait une ressemblance, mais vraiment, tu vois. Donc vu que il est arrivé, tout le monde le regarde, quoi. C'est la star, quoi. C'était la star, ouais. Dire, Le Pen, t'as le nom de Le Pen, déjà, t'inquiète, tu vois. Il était là au milieu de la foule, donc eux, ils étaient en train de. Après, ils se sont rassemblés avec leur section, ils commençaient à faire ce qu'ils avaient à faire, tu vois. Et je me suis dit, lui, il faut que je lui parle. Il faut que je lui parle, ce mec-là, c'est obligé, tu vois. J'ai réussi à le voir, et donc je lui parle, le mec très sympathique, tu vois. Vachement accessible, tu vois, ce qui est étonnant, tu vois, pour moi. Et je lui dis, écoute, ce soir, voilà, vu que nous, on part demain, est-ce que, vu que ce soir, il y aura un pot, tu vois, est-ce qu'il y a la possibilité que, voilà, qu'on boit un verre ensemble et tout. Il m'a dit, pas de problème et tout. Donc le soir vient, le soleil se couche, et là, c'est lui qui vient vers moi, tu vois, il m'a pas oublié, parole d'homme, c'est bien. Et donc, on boit ensemble. J'étais avec mon binôme, tu vois, mon binôme qui est un QI à 1,2 chiffres. Il n'est pas resté longtemps parce que voilà, il fallait bien parler, tu vois. Et lui, ouais, ça le saoulait. Il comprenait rien. Donc il est parti. Et je me rappelle, et je lui dis quand on était seuls, je dis mais qu'est-ce que tu fous là ? Il m'a bien fait voir lui avec Jean-Marie Le Pen en photo, et il avait une très grande estime pour son grand-père. Et je lui dis mais attends, mais Jean-Marie Le Pen, il a du pouvoir, tu pourrais rentrer en politique. Il dit ouais, c'est mon but de faire de la politique, tu vois. Mais je dis mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu fous là, quoi ? Qu'est-ce que tu vas foutre à l'armée, ramasser pour rien ? Il dit non, parce que je veux suivre les traces de mon grand-père. Et je fais respect. Le mec, il voulait avoir son béret, il voulait avoir son képi, il voulait avoir sa fourragère, tu vois, il voulait le mériter. Lui aussi, il avait des modèles familiaux qui le portaient vers le haut. Exactement. Et puis il m'a expliqué, donc ça a duré très longtemps, tu vois, ça a duré des heures, tu vois, on a bien bu, bien parlé. Il m'avait expliqué tout ce qu'il endurait dans la vie de tous les jours. Et tout ce qu'il endurait à l'école, dans le milieu de tous les jours, quoi. C'est des mecs, quand ils sortent dehors, ils sont pas tranquilles. À l'école, surtout en France, tu portes le nom de Le Pen. Ouais, c'est chaud. Faut le porter. Ouais, il faut le porter, mais par contre, lui, ça a dû être, je pense, ça a dû être plus dur parce que c'était quelqu'un de vachement fier. Tu voyais que c'était un mec d'honneur. Il était vachement costaud, blond. Il était coupe rasée, normal, militaire, hein, mais il représentait bien son nom, tu vois. Puis bon, quand il m'avait fait voir ses photos de famille, tu vois, donc déjà c'est sympa, tu vois, j'avais rien demandé, et puis c'était comme si pour se justifier, tu vois. Et donc j'avais passé un agréable moment. Il m'avait passé son Messenger par papier, et parce que on voulait se revoir une fois qu'il aurait fini. Moi, mon but c'était de le revoir, et après lui, ce qu'il voulait faire, c'est pourquoi pas par la suite que je rentre dans le parti du Front National pour faire de la sécurité, tu vois.
C'est un truc de dingue, comme tu vois. Ouais, carrément, service d'ordre. Ouais, nickel. Tu vois. Bah, tellement que j'avais sympathisé. De toute façon, des mecs, quand on a des ondes positives communs, t'as pas besoin de parler pendant 3 jours. Ouais, tu comprends tout de directement. Suite. Ouais. Et donc, il me l'avait passé. Et puis, comme un con, je suis arrivé en France. Et puis, de bouteilles de Jack Daniel en bouteille de Jack Daniel, j'ai perdu le papier. Ça fait chier, quoi. Mais bon. En tout cas, peut-être si il m'entend, envoie un message. Il est là, il est avec nous. Ouais, je suis là. Je suis T'as revenu. pas oublié. Donc, voilà, tu me racontais tout ça. Donc, tu me disais que toi, t'aurais bien aimé à ce moment-là intégrer la Légion étrangère. Ouais. Comment ça s'est passé vis-à-vis de ça? Ça s'est fait? Ça s'est pas fait? Alors, ça ne s'est pas fait, mais avant, j'avais la volonté d'y intégrer ce corps. Quand on est revenu en France. Déjà, j'avais un mois de perme, tu vois. Pendant ce mois de perme, j'ai rien fait. Tu vois, j'ai fait que j'ai picolé et puis c'est tout. Je suis resté enfermé. Oui, je picole beaucoup. Je suis un mec du Nord, c'est pas de ma faute. Donc de là, après, je suis reparti au régiment et là, j'ai fait ce qu'on appelle le CME. En gros, c'est une formation pour passer caporal, etc. C'est là où tu apprends à diriger des hommes, puis tu ramasses, etc. Bref. Donc je fais mon CME, donc ça dure 2 mois, tu vois. 2 semaines avant le raid final, on a une permission de 48 heures. Impeccable. Je rentre chez moi dans le Nord. Je suis chez mon frère le vendredi soir et le samedi après-midi, je reçois un coup de téléphone de mon père qui me dit bah voilà, papy est mort. Tu vois. Et là, bon bah d'accord. Donc mon premier réflexe, c'est de rendre compte à mon adjudant. Parce que mon grand-père se faisait enterrer le lundi ou le mardi, je sais plus trop. Je crois que c'était le lundi. Donc je rends compte à mon adjudant et donc je demande la permission d'avoir encore 48 heures de permission pour que je puisse assister Aux funérailles. Et là, mon grand frère a été témoin. Mon adjudant m'a répondu texto, ton grand-père, j'en ai rien à foutre. Alors que ce mec-là, j'ai fait l'Afrique avec lui, tu vois. Il sait qui je suis. C'était un des mecs dans le véhicule. Non. Lui, il était pas là. J'aurais bien aimé savoir comment il aurait réagi. Ouais. Et en plus, c'était un Tunisien, juste pour le dire. Pour préciser. Ouais, ça fait du bien. Mettre les points sur les i. Donc il me dit ton grand-père, j'en ai rien à foutre. Donc là, je lui dis, je vais à protestant, dis quoi, va te faire enculer. Et là, je raccroche. Donc là, je suis en colère. Tu vois, je me dis merde, ça fait chier quoi. Et donc à partir de ce moment-là, déjà, j'ai déserté. Donc j'ai déserté. Donc là, les ennuis commencent. C'est-à-dire que là, mon père travaillant à la centrale, il a eu du mal à rentrer. Tu vois, et après, on lui a expliqué pourquoi du comment. Donc c'est de ma faute parce que j'étais considéré comme déserteur. Ce qui est, au point de vue militaire, l'une des fautes les plus graves. Est-ce que tu peux peut-être rappeler qu'est-ce qu'on encourt quand on est déserteur? Qu'est-ce qu'on encourt déjà? Tribunal de guerre. Oui, tribunal de guerre. J'ai passé le tribunal. Donc déjà, mais avant ça, je voulais pas me rendre. Alors déjà, mon père était en colère. Mon père a pris sa moto. Il a fait Ardèche, Nord-Pas-de-Calais en moto, d'une traite, pour venir voir son cher et tendre fils. Tu vois. Il a réussi, il savait même pas où je logeais. Il a réussi à trouver où je logeais. Ça prouve la détermination du vieux, tu vois. Que là, je l'ai entendu parler à un voisin, tu vois. Donc j'ai entendu sa voix, mon sang s'est glacé, tu vois. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation. Il est rentré sans taper, tu vois. Puis là, il y avait une discussion, tu vois. Donc là, j'ai déshonoré le nom de mon père, tu vois. Tu sais, en fait, j'ai déshonoré le blason. Donc là, bon, j'ai dit d'accord. Bon, il m'a dit, t'as plutôt à aller au régiment, sinon je te botte le cul, fils, tu vois. Donc c'est qu'est-ce que j'ai fait. Je suis reparti dans mon régiment, mais manque de peau, ma compagnie était partie faire une vadrouille pendant un mois en forêt. Je crois que c'était à Verdun, je crois, je sais plus. Et donc je rentre dans la compagnie, je vais rendre compte au mec de la semaine. Il faut savoir que tu as toujours une personne qui est dans la compagnie, tu vois. Que je rends compte que voilà, ça fait tant de temps que j'ai déserté, donc lui il appelle et tout les supérieurs, et parmi ces supérieurs il y a mon capitaine de ma compagnie, et puis qui m'a dit que je devais dégager quoi. Je devais dégager. Je suis parti parce que en fait j'avais dépassé le délai. Ça veut dire qu'en fait quand tu es déserteur, tu as un délai, je sais plus combien c'est de mois. Hein. Si tu restes dans ce délai, tu peux réintégrer le régiment. D'accord. Donc tu as déserté quand même pendant très longtemps. Ouais. La police me cherchait quoi. Donc ils allaient chez mes collègues. Ils avaient la photo de toi. Exactement. J'avais la photo de moi, mais vu que j'avais aucune adresse, mon adresse c'était le régiment. Toi, j'avais pas de maison moi, tu vois. Donc ils galéraient à me trouver. Là ils avaient été chez l'un de mes amis qui m'a aidé par la suite d'ailleurs. J'en suis vraiment reconnaissant. Qu'ils ont été chez lui puis ils me cherchaient quoi. Donc lui il m'appelle et me dit voilà, il cherche pour la désertion. Je me suis rendu à la police et là j'ai direct été
mis sur un bureau avec un capitaine, il me semble. Hein. Bah, il veut savoir le pourquoi du comment. Donc là, je lui explique la drogue, je lui explique que les militaires maintenant c'est des fiottes. 60%, mais je vais même dire 70% de l'armée actuelle c'est des fiottes. Et j'assume complètement ce que je dis, tu vois. Et s'il y a un mec qui est pas content, bah, il peut me contacter, il n'y a aucun problème. Donc je lui explique comment c'était, tu vois. Et lui, il avait un fichier, tu vois. Et donc c'était le fichier que le régiment lui avait donné sur moi. Donc en gros, j'étais une merde, quoi. En fait, j'étais zéro partout. J'étais même zéro. Et puis à un moment, il me regarde et puis il rigole parce qu'il dit, bah, c'est bizarre parce qu'ils disent que physiquement, vous êtes de la merde. Et puis il me voit, bon là, j'étais sculpté, quoi, tu vois. J'avais une certaine musculature. Donc là, il se met à rigoler. Donc là, il a compris le délire, tu vois. Bah, je suis jugé. Tribunal, c'était un tribunal à Metz. Mais j'ai pas pu m'y rendre parce que je touchais plus une thune. Parce que si je suis déserteur, je peux plus travailler, je peux rien faire. Tu peux plus rien faire. Oui, t'es privé de tes droits civiques. Droits civiques, même pour le logement, il faut, tu sais, pour un logement, tu as vu tous les papiers qu'il faut. Limite, Ouais. il faut une analyse d'urine. Je leur ai donné, hein, tu me diras. Mais je n'avais plus rien, quoi. Et donc, j'avais une avocate qui m'a défendu. Heureusement que j'étais pas solvable. Sinon, je devais rembourser tous les salaires que j'avais eus. Donc, en sachant que rien qu'en Afrique, en 4 mois, je m'étais fait 12 000 balles. Ouais. Donc déjà pour un mec qui gagne pas de sous, C'est une somme c'est conséquente. conséquente, voilà. Donc j'étais jugé, j'ai eu la chance de rien payer parce que j'étais pas solvable. Sinon j'ai eu 4 mois de sursis. Voilà. Donc, donc voilà ce que j'ai eu. Mais je voulais toujours intégrer la Légion étrangère. Donc tu sais, il y a les forums pour l'emploi. Et pour les forums pour l'emploi, tu as l'armée de terre, tu as la Légion étrangère. Donc je me suis rendu. J'ai été voir les légionnaires. Donc j'aurais expliqué mon cas. C'était la première fois qu'il avait un mec comme moi en face de lui. Et il me dit, pourquoi t'as quitté l'armée? Et juste à côté, t'avais le stand militaire. Et t'avais 2 mecs, tu vois, gros bide, le treillis pas chiffonné, les rangers pas cirés, la coiffure qui n'est pas aux normes. Et puis le légionnaire, il était en mode comment dire, chemise, voilà, prêt limite pour défiler, tu vois. Et puis il me dit, pourquoi t'as arrêté l'armée? Donc là, j'ai tourné mon regard. Et puis je lui dis, ben pour ça. Et il regarde et il rigole, quoi. Il a compris d'où je venais en venir, tu vois. Il a appelé, tu vois, pour savoir comment on pouvait faire. Et puis il a dit, ben c'était impossible parce que j'ai déserté contre État. Donc j'ai déserté contre l'armée et la Légion étrangère est une armée française. Donc c'est le même code, c'est le même règlement. Dont je n'ai pas pu intégrer le corps de la Légion étrangère. Et là, je me suis retenu de pleurer, tu vois, parce que là, je me dis, putain, tout s'effondre. Tout s'effondre, alors que moi, je veux juste honorer mon drapeau, tu vois. Je suis déterminé, je suis motivé. Et non, c'est pas possible. Donc j'étais très... puis je suis commencé à tomber dans l'alcool, puis dans des conneries de jeunesse, tu vois, par déception. Et qu'est-ce que tu en tires? Alors, si tu devais faire un peu un bilan personnel de ce que l'armée t'a apporté, de ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais? Alors, pour faire un bilan personnel, déjà, ce que l'armée m'a apporté, déjà, c'est de me connaître au plus profond de moi. C'est-à-dire à quel point je peux endurer la souffrance. Je me suis connu, quoi, tout simplement, physiquement, psychologiquement, même intellectuellement, hein, parce que les militaires de maintenant, c'est une armée professionnelle. Donc c'est pas des blebites, quoi, tu vois. Donc ouais, ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a apporté énormément de choses qui m'ont servi pour le futur, tu vois. Pour dans ma vie de tous les jours, j'étais déjà une personne fière, tu vois, via ma famille, via mon nom, tu vois. Mais là, je le suis vraiment. Mais vraiment, je sais ce que c'est vraiment. La fierté, c'est pas une fierté débile manteau, tu vois. C'est vraiment une fierté avec de l'humilité, et avec une force intérieure, tu vois. Oui, surtout ce qui m'a fait un peu rire au début de ton témoignage, c'est que t'expliquais que t'étais pas quelqu'un... Enfin, quand t'étais tout jeune, quand t'étais à l'école, t'expliquais que tu lisais pas trop. Du tout. Alors que, enfin, moi, je te connais, je te côtoie dans la vie de tous les jours, et t'es quelqu'un qui lit énormément, tu lis beaucoup, quoi, tu lis beaucoup plus que moi. C'est pour ça que ça m'a surpris, ça t'a vraiment transformé, quoi. Faut savoir que c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, parce que je vais rebondir. Mon premier livre que j'ai lu, c'est grâce à l'armée, c'est quand j'étais en Afrique. C'est un sergent qui m'a passé un livre de Bob Denard. Tu vois, le livre, ça s'appelle Mercenaires de la République. Et là, je l'ai encore à la maison, d'ailleurs, je te passerai. C'est le livre de Bob Denard.
Tu vois, donc le mec, voilà, c'est quelqu'un. Il est rentré dans l'histoire, qu'on le veuille ou non, tu vois. Et donc j'ai lu ce livre, et là j'ai appris à aimer lire. Parce qu'à l'école, on te dit, voilà, il faut lire Le Petit Chaperon Rouge, mais tu vois, tu t'en fous du Petit Chaperon Rouge en fait. Et forcément, c'est difficile à lire des livres que tu n'aimes pas. Et là, lire des livres de l'armée, par exemple de Mein Kampf, ça me parle plus. Oui, pour préciser vite fait, c'est vrai que tu lis Mein Kampf et que t'hésites pas à publier des extraits, Absolument pas, non. des extraits qui te semblent pertinents sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est que il faut savoir que là, quand je lis le livre, par exemple, là, on va parler de en tout cas pour faire une parenthèse sur Mein Kampf, c'est que pour moi, Adolf Hitler, là, je ne le connais pas. Je me mets en situation, ce personnage, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Oui, t'enlèves tous tes a priori, tu te débarrasses Exactement. de tout ça. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Et là, je me rends compte que, waouh, le mec, là pour l'instant, je suis en train de me dire, mais c'est un prophète ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir qu'un prophétique, c'est pas qu'un religieux. Hein. Quelqu'un qui est prophète, c'est quelqu'un qui voit l'avenir. C'est vrai que quand je vois les extraits que tu partages, j'ai l'impression de voir du Oberton. Quoi. Exactement. Alors que le mec, c'était dans les années 40, quoi. Enfin, même avant 40, hein. Je sais pas quelle année qu'il a écrit son livre, je sais plus d'ailleurs. C'est vachement intéressant, c'est pertinent, quoi. Bon, après, il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que dès que tu parles de tonton, là, tu as les lumières sur toi, tu vois. Oui, puis je me souviens quand on s'engueule avec des gauchistes sur Internet, notamment sur Facebook, et que tu sors, les gens te disent ouais, bah tu lis Mein Kampf, si c'est ça, puis que toi tu ressors les extraits. Oui, et compagnie, je fais voir la photo du livre en question. Donc, comme quoi je sais de quoi je parle, tu vois. Donc oui, je lis des livres, mais parce que aussi, que je répète, hein, mais toute ma période scolaire, j'étais un cancre. Si tu ne lis pas, si tu ne prends pas tes poésies, si tu ne fais pas de calcul, si tu t'en fous, tu deviens, c'est une logique, hein, tu vois, tu deviens bête. J'étais bête, tu vois. J'avais un surnom quand j'ai commencé l'armée, parce que je ne lisais pas, même avant l'armée, je fumais, je buvais, c'était ridicule, c'était pitoyable. Donc j'avais une mémoire de 4-5 secondes. Oh, t'étais le produit de ton époque, hein, je pense. Oui, c'est ça, de jeunes qui fument. C'est ça. J'écoutais du rap. Malheureusement, personne n'est parfait. Mais j'écoutais du rap maghrébin, tu vois. Donc ça aide pas non plus, tu vois. Donc voilà, il fallait que je rattrape le temps. Et il y a un écrivain qui dit une phrase qui restera gravée dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Il dit les riches ont de grandes bibliothèques et les pauvres ont de grands téléviseurs. Quand tu as compris cette phrase, tu as compris la vie en fait, tu vois. Et donc vu que je peux pas blairer, pas trop les musulmans, je n'aime pas du tout les musulmans d'ailleurs, je m'en bats les couilles. Et eux, ils ne lisent qu'un livre, pardon. Tu vois. Et aussi comme je sais que dans la tradition de l'islam, même si tu l'as déjà lu, il faut montrer que tu le lis, il faut que tu sois avec les gens. Les gens te voient lire avec. Voilà, c'est ça. Bref. Après, il faut savoir que dans l'islam, aussi dans le milieu chrétien, hein, tu vois, je prêche pas que pour ma paroisse, mais ça dit tout et son contraire. Il faut savoir que, par exemple, là, le livre Mein Kampf, je lis comme la Bible. Je prends mon temps, je lis et je médite énormément. Ouais, tu l'engloutis pas comme un fanatique. Non, ça sert à rien, parce que en plus, la plupart, 80% des écrits, tu les as oubliés. Et moi, je veux pas oublier. Je veux mémoriser à mort, tu vois. Donc, je prends mon temps, je fais un feu, je bois ma bière, après avoir lu le livre, et là, je médite. Tu vois, par exemple, quand Hitler il parle des chanceliers, je vais voir si c'est vrai. Je vais voir qui est ce mec. Tu vois, tu prends pas tout ce qui est marqué pour argent comptant. Non, parce que sinon on peut se faire avoir. On s'est déjà fait avoir par les juifs à cause de ça, par Ferdinand Nathan par exemple. Tu vois, donc je me suis fait enculer une fois, pas deux. Tu vois, je suis pas homophobe. Hein, j'ai pas peur des mecs qui sucent des buts et puis qui s'enculent, tu vois. Mais donc voilà, tu t'es fait avoir une fois, donc faut pas se faire avoir une deuxième fois. Et donc je trouve ça intéressant quand par exemple Hitler il parle de la traite des blanches. Je me dis tiens, c'est marrant, tiens. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Et puis, c'est bizarre parce que le mec, de temps en temps, quand je lis ce bouquin, et je me dis mais Hitler il est vivant ou il est mort là? Parce que j'ai l'impression que c'est maintenant qu'il parle. Tu sais, quand il parle, il y a un chapitre qui est consacré sur le 3e chapitre, qui est consacré sur la politique, sur une assemblée, comment ça se passe, mais c'est extraordinaire. Enfin, comment il arrive à mettre de la technique. Ça, c'est super, tu vois. Conseil de Carmélide, lisez Mein Kampf. Achetez-le et lisez-le. Voilà, c'est ça.
Et donc ensuite, pour en revenir à peu près, pour en revenir à notre sujet, qu'est-ce que tu conseillerais, quel conseil tu donnerais à un jeune natio ou un camarade tout simplement qui serait intéressé par l'armée, qui aurait envie de se lancer et de s'engager, qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais en face de toi? Alors, si je l'ai en face de moi, déjà, je dis bonjour. C'est déjà bien. Ah oui, je suis respectueux. Non, je lui dirais qu'il soit... Est-ce qu'il est prêt vraiment? Est-ce qu'il est prêt vraiment à se retrouver dans un régiment avec 500 mecs qui sont pas patriotes, qui s'en battent les couilles de la France, qui sont là juste pour l'argent? Moi, je n'ai pas été pour l'argent, car j'en ai la preuve, j'ai signé un contrat de 1 an, c'était 600 €. D'accord? Donc tu vas pas à l'armée pour 600 balles, pour faire 80 heures semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, est-ce que tu es prêt déjà à te retrouver en face des putes blanches et des mecs de la pensée unique? Si si le camarade il veut aller à l'armée, vas-y, parce qu'il faut vivre dans la vie, tu vois. Il faut être confronté à la vie pour avoir vraiment une bonne, un vrai point de vue, tu vois. Et là, je lui dis, si tu arrives en section, s'il n'y a que des putes blanches et des arabes, si tu vois un Tahitien, va avec le Tahitien. Les Tahitiens, c'est des gens d'honneur et ils sont patriotes. Ils aiment leurs îles, ils respectent leurs grands-parents, leur histoire, ils respectent la France. Donc, fais-toi ami avec lui. C'est un conseil formel. Si tu es avec un Tahitien ou un Wallisien, tu ne crains rien. Les sous-officiers et les officiers de l'armée française ont peur de ces gens-là parce que c'est des gens qui sont virils, tout simplement. Tu vois, c'est des hommes et ils sont unis. Tu touches un Tahitien, t'es mort. Mais t'es mort physiquement. Hein. Tu vois, il y a des histoires de dingue. Hein, tu vois. Ils ont le sens de la communauté. Ah, énormément. Mais ils ont le sens de la communauté et ils aiment le drapeau, ce qui est rare à l'armée. Ça peut paraître un truc de fou ce que je dis. Hein. Non, mais ce que tu nous racontais tout à l'heure, Ah c'était oui, parlant. Encore là, je modère mes propos, là, je m'énerve pas. Mais d'habitude, quand je parle de l'armée, c'est un sujet sur tension. Donc là, ça, je respire beaucoup. C'est pour ça que je te remercie encore une fois pour ton témoignage. Ouais. Donc les gars, préparez-vous. Physiquement, préparez-vous physiquement. Donc là, je parle pas de faire de la musculation, hein, puis avoir des gros bras, ça sert à rien. Travaillez le cardio. Et préparez-vous mentalement à souffrir. Quand je suis arrivé à l'armée, j'ai pris mon portable et j'ai enlevé ma batterie. Il faut savoir que j'étais en couple à cette époque. Ma copine d'époque n'était même pas au courant que j'étais à l'armée. D'accord. J'ai dit bonjour. Elle m'a rappelé parce que moi, j'habitais dans les montagnes, donc on se parlait pas tous les jours, on se parlait une fois tous les 3 jours, tu vois. Et puis et voilà, donc je venais juste d'arriver dans l'armée et puis elle me dit ça va, je dis ouais ça va, je suis à Douai. Tu vois. Elle me dit qu'est-ce que tu fous là-bas? Je suis à l'armée là. Donc c'est fini quoi. Surprise. Surprise, toi. Et donc j'ai coupé mon portable et ce qui m'a aidé c'est de après ça c'est moi, hein. On n'est pas tous pareils, d'accord. Moi il fallait pas que je voulais plus être en relation avec ma famille, pas parce que je l'aime pas mais parce que je voulais être concentré à Là moi. tu voulais cloisonner. Exactement. Mon père ne savait même plus si j'étais à l'armée ou pas. La seule il y avait une seule chose qu'il savait que j'étais à l'armée, parce qu'il recevait ma fiche de paye. Donc tant que j'avais ma fiche de paye, j'étais à l'armée. C'est comme ça qu'ils avaient des nouvelles de toi. Voilà, je lui ai rendu compte 5 mois après. Il n'y avait plus aucune nouvelle de moi. J'étais vraiment dans mon cocon. Et ça m'a aidé. Il y a beaucoup de personnes qui quittent l'armée. Il y a un pourcentage élevé de désertion ou de rupture de contrat à cause des gonzesses. D'accord. Parce que les mecs sont amoureux. Donc déjà, si t'es en couple, tu vas à l'armée, risque. Tout simplement parce que la femme risque de partir. C'est logique comme bonjour. Et toi, vu que tu es amoureux, l'amour dans un milieu hostile comme l'armée, c'est une épine dans le pied. Tu vois. Donc, partez célibataire. Ou si vous partez en couple, il faut vraiment, les gars, que vous soyez sûrs de votre compagne. Et pareil pour les femmes. Hein. Parce que je parle aux hommes, mais je peux aussi parler pour le milieu féminin. Sachez une chose, je faisais une marche. L'une de mes premières marches, d'ailleurs, je crois que c'était la deuxième marche. Donc il y avait une fille dans le groupe, elle s'appelait Laurie, elle pleurait, ouais c'est dur, et là il y a un caporal chef qui la prend par les cheveux, on était en train de marcher sur la route, tu vois, et il l'a fait traîner par les cheveux, tu vois, et je me rappelle il y avait des voitures qui klaxonnaient et tout, et puis elle dit je suis une femme, nanana, tu vois, et puis il dit à l'armée il n'y a pas de femmes, il n'y a que des soldats, il y a que des soldats, donc mettez-vous dans la tête, vous risquez de prendre plein la gueule.
Et aussi, vous risquez aussi d'être bien aimé, parce qu'il y a que des hommes, donc les mecs, s'il y a une femme, ils sont chauds, quoi. Et sachez que les femmes, que vous passez plus vite en grade que les hommes. Voilà. Donc les gars, soyez motivés, aimez la France, mais aimez-la vraiment. Aimez la France, aimez si vous aimez le bœuf bourguignon, si vous aimez la bière, si vous aimez si vous aimez les petits blonds, enfin les petits enfants blonds aux yeux bleus, bruns aux yeux bleus, etc. Allez-y, prouvez votre amour, mais préparez-vous mentalement à être entouré de mecs qui n'aiment pas la France, qui sont là juste pour l'argent et pour écouter du section d'assaut, quoi. C'est tout. Et préparez-vous, les gars. Juste ça, mais par contre, faites honneur à la patrie, faites honneur à votre nom, les gars, parce qu'on a un nom, le nom c'est le blason, d'accord? Donc allez-y et je vous bénis par Odin. Moment to be lost.